sommes avec Didier Mignery, donc le président de UpFactor, que je remercie d'être là, pour parler de surélévation en copropriété. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, si c'est possible, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes copropriétaire, gestionnaire de syndic, architecte, AMO? Ça nous permettra un peu de savoir à qui on parle, et puis c'est intéressant pour nous. Heu, Après, je vais faire une petite présentation de notre structure GPSO Énergie. Un petit focus très rapide sur le PLU de GPSO et quels sont les liens avec la surélévation. Ensuite, on laissera la parole à Didier Minieri de UpFactor pour qu'il nous présente UpFactor et les différentes étapes d'un projet de surélévation en copropriété. Alors, est-ce que j'ai des réponses dans le chat? Organisme de formation, d'accord. Ok. Copropriétaire, AMO, ok. Je ne sais pas où on rentre cette information. Sinon vous pouvez juste le dire, c'est dans la conversation en haut sur la gauche de Ah, Teams. d'accord. Mais vous, monsieur Auclair, je vous connais. Ouais. Ok. Hop, on va commencer par une présentation rapide de GPSO Énergie, au cas où vous ne nous connaîtriez pas. Donc nous, on est l'agence locale de l'énergie et du climat de Grand Paris Seine-Ouest. Donc on est une association en 1901 créée par le territoire de Grand Paris Seine-Ouest dans le but de l'accompagner dans sa transition écologique et énergétique. On a 11 salariés et on joue le rôle de tiers de confiance dans les projets de rénovation énergétique. Et donc notamment, voilà, on donne des conseils de manière neutre, gratuite et indépendante aux maisons individuelles et en copropriété, ce qui est l'objet de cette conférence. Et pour ça, on a développé des outils, notamment le Coach CoPro, et on fait des animations comme celle-ci. Voilà. On a un guichet unique de la rénovation de l'habitat sur GPSO. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous, c'est très rapide, c'est totalement gratuit. Il y a un formulaire de contact. Toutes ces slides vous seront envoyées à l'issue de la conférence. Pour recadrer très rapidement le contexte, on est dans le contexte de rénovation énergétique globale de copropriété. Donc une rénovation globale, c'est l'intervention sur plusieurs postes de travaux pour avoir un gain énergétique important. Ça se passe typiquement en 3 temps. Il y a un premier temps d'audit où on fait un état des lieux, un deuxième temps de conception où on fait appel à un maître d'œuvre pour consulter les entreprises de travaux, et une troisième étape, les travaux en eux-mêmes. C'est des projets assez longs et assez ambitieux. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment la surélévation de la copro peut solutionner certains des problèmes qui se posent au cours du projet, notamment financiers, et comment ça s'insère dans un projet comme ça. Petit point vocabulaire, si c'est pas clair pour tout le monde, on a plusieurs types d'intervenants dans un projet de rénovation énergétique. On a d'abord le maître d'ouvrage qui est la copropriété, qui est un maître d'ouvrage composite, donc avec les copropriétaires qui sont représentés par le conseil syndical et assistés par le syndic. Et la copropriété va missionner d'abord un maître d'œuvre, qui est typiquement un architecte ou un bureau d'études, qui va consulter et piloter des entreprises de travaux, et un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui est lui, qui va plutôt s'occuper de la partie financière pour les dossiers d'aide, et notamment MaPrimeRénov', pour lequel c'est obligatoire. Donc voilà, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, assistant à maîtrise d'ouvrage. Il faut bien maîtriser ces trois notions pour la suite. J'enchaîne directement sur le PLU intercommunal et je prendrai les questions à la fin de ma partie. Donc le PLU, c'est un document d'urbanisme qui fixe les règles pour les constructions et les rénovations sur un territoire. Donc la nouveauté sur GPSO, c'est donc le PLU intercommunal qui a été approuvé fin 2024, qui est maintenant en vigueur, qui reprend et remplace les PLU de chaque commune. Euh, et donc, voilà, c'est lui qui entre en jeu pour toutes les déclarations d'urbanisme, donc qui sont soit les déclarations préalables pour les travaux de rénovation, ou soit des permis de construire,
et pour les constructions, extensions ou les surélévations qui nous intéressent ici. Ce ne sont pas les seules réglementations qui s'appliquent parce que sur GPSO, on a la particularité d'avoir un territoire avec un fort enjeu patrimonial et 84% du territoire qui est couvert par des périmètres de protection et notamment les fameux périmètres des abords des bâtiments historiques. Et dans ce cas, la déclaration préalable ou le permis de construire passe non seulement par les services d'urbanisme, mais aussi par les services de l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est important d'avoir ça en tête. En ce qui concerne donc le PLU, intercommunal de GPSO, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe un PLU? Un PLU, c'est un document qui va délimiter plusieurs zones et qui va au sein de chacune de ces zones donner des règles à respecter pour tous les projets. Et donc, là, je vous ai mis le zonage en grand de GPSO, mais il y a un outil pour savoir quelle est la règle exacte qui s'applique à votre parcelle. Euh, Nous, ce qui nous intéresse, ça va être les zones U1, U2 et U4. Donc les zones de centralité, secteur mixte et les grands quartiers résidentiels et mixtes, pour laquelle on a une dérogation à toutes les règles d'urbanisme pour faire une surélévation. Comment ça se passe cette dérogation pour la surélévation? L'objectif de cette dérogation, c'est de créer des nouveaux logements et de favoriser la rénovation globale ambitieuse des bâtiments. Et donc elle est prévue dans les 3 zones que je vous ai précédemment exposées, à certaines conditions. Déjà, il faut avoir une construction avec un minimum de hauteur. On est sur des bâtiments de minimum R+3. On n'ajoute pas plus de 2 niveaux. Euh, on n'ajoute que des habitations. Et de manière plus fondamentale qui va nous occuper là, c'est que la totalité de la partie existante de la construction fait l'objet d'un projet de rénovation énergétique. Et ce projet doit lui permettre d'atteindre au minimum l'étiquette C. Donc on est sur des projets quand même bien ambitieux. Euh, donc pour que cette dérogation aux règles d'urbanisme fonctionne, il faut que la copro ait, en plus du projet de surélévation, un projet de rénovation énergétique ambitieuse. Et ça, on va voir comment ça peut s'organiser et s'alimenter l'un l'autre, le projet de surélévation et le projet de rénovation énergétique. Et la dernière condition, c'est une bonne intégration paysagère, donc avec architecte et maître d'œuvre bien impliqués là-dedans. Et donc voilà, cette dérogation permet de s'affranchir des règles habituelles du PLU, qui normalement ne permet pas du tout forcément de surélever n'importe quel bâtiment comme ça. Est-ce que sur cette première partie, vous avez déjà des questions? Si ce n'est pas le cas, ou en attendant que les questions arrivent, Didier, je te propose de partager ton écran. Alors, avec plaisir. Hop. Alors, hop. Il faut que j'avance. Pardon, hop. Ici. Pardon, je vais recommencer. Je ne suis pas dans le mode de partage. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Ouais, c'est bon pour nous. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Pierre pour cette introduction. Juste, je rajoute moi un petit sujet sur le PLU intercommunal, donc l'évolution du PLUI, donc de GPSO. Un point important, c'est que beaucoup d'opérations de surélévation aujourd'hui étaient limitées parce que à chaque fois qu'on créait 1 m², il fallait créer une place de stationnement complémentaire dans toutes ces opérations, y compris les opérations de surélévation. Et dans beaucoup de parcelles du territoire de Grand Paris Seine-Ouest, ben, on n'avait pas la possibilité de rajouter ces places de parking, ce qui pendant longtemps a été une vraie complexité. Aujourd'hui, dans l'évolution des règles, notamment du PLUI, on a donc cette opportunité, en plus de cette dérogation, de créer donc ces 2 étages complémentaires, au-delà des règles d'urbanisme en vigueur, de pouvoir s'exonérer des règles de stationnement dans la stricte
dans un strict projet de surélévation qui vise à rénover le bâti existant. Donc ça, c'est aussi un vrai levier qui n'était pas existant auparavant, et notamment sur des territoires comme très tendus, comme Boulogne, ou par exemple Chaville, Sèvres, des choses comme ça, où il y avait des vraies complexités. Ben ça, c'est une vraie piste en tous les cas qui est offerte par ce règlement d'urbanisme pour qu'on puisse se saisir de ces opportunités de surélévation. Voilà, petite parenthèse, Pierre, pour compléter ce que tu as dit. Bah, merci beaucoup, Didier. Allez, c'est parti, on continue. Alors, rapidement, Upfactor, c'est quoi? C'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 7 ans, qui a pour objectif d'identifier les potentiels de surélévation des bâtiments pour essayer d'accélérer à la fois la création de logements au plus près des besoins, mais surtout la rénovation globale, et tout particulièrement en s'intéressant au sujet de la copropriété. Alors rapidement, Upfactor, c'est une équipe à la fois pluridisciplinaire qui a des architectes, des ingénieurs, mais aussi des monteurs d'opérations autour de cet outil logiciel donc qu'on a développé, hein, donc qui s'appelle Upfactor GeoService, qui permet de faire le delta entre les hauteurs des bâtiments existants et les règles d'urbanisme en vigueur. Donc souvent, on applique 4 règles automatiques, hein, qui sont la hauteur, le gabarit, l'implantation par rapport aux limites séparatives ou les distances entre les bâtiments, qui nous permettent ainsi voilà, via une interface, de rentrer une adresse et de détecter partout où il reste des mètres carrés à construire sur le territoire en application des règles d'urbanisme. Donc voilà, donc on a mis à jour les règles du PLUI de GPSO, et donc sur l'ensemble du territoire, on est capable d'identifier partout où il reste des mètres carrés à construire sur chacun de ces 10 bâtiments. Euh, Aujourd'hui, Upfactor travaille avec 3 grands types de clients: les métropoles, collectivités locales, les bailleurs sociaux et les copropriétés et promoteurs. Alors, on va faire un zoom sur vraiment la partie copro aujourd'hui, mais l'enjeu, c'est vraiment de vous faire comprendre que c'est une vraie évolution des élus, des politiques et de tous les acteurs du logement dans le déjà là. C'est-à-dire que finalement, c'est une vision de reconquête de ce qui existe déjà, face à bien sûr la pénurie de foncier, mais aussi la notion de la non-artificialisation des sols, que vous avez bien sûr maintenant en tête sans doute, hein, la fameuse loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui aujourd'hui implique une relecture de ce patrimoine existant et qui nécessite ainsi qu'on trouve des solutions pour concilier à la fois la création de ces nouveaux logements, donc ce développement, et bien sûr la rénovation et l'exploitation de ce qui existe déjà. Rapidement, vous montrer un exemple de métropole avec qui on a travaillé, hein, mais donc c'est par exemple la métropole de Strasbourg, où on a analysé, donc on a produit cette maquette numérique 3D qui permet d'identifier partout où il reste des mètres carrés à construire, et qui a été une révélation pour les élus. Alors, je vous présente ça parce que sur le territoire de GPSO, on est en train de réfléchir avec les élus de GPSO à une potentielle valorisation de cette maquette numérique sur l'ensemble du territoire en application. Donc, il y a déjà des échanges en cours. Voilà, peut-être qu'on sera amené à le produire prochainement. Ce qui est intéressant, par exemple, à Strasbourg, on a identifié que si on exploitait les potentiels de surélévation exploitables sur le diffus, ben ça correspondait quasiment à 10 années de production de logement, qui pourrait permettre en plus de ça de participer à la rénovation du bâti existant. Donc ça a été une vraie, comment dire, prise de conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les élus, et une vraie opportunité de faire. Donc c'est vraiment tout ça le travail d'Upfactor, c'est de continuer à acculturer, d'identifier les potentiels et de porter le message de la valorisation de l'existant, en tous les cas pour accélérer le financement, bien sûr, de sa rénovation. Alors, si on fait un petit focus sur la copropriété, de manière très précise, aujourd'hui, notamment en Île-de-France, on a environ, sur 114 000 copropriétés, on a un peu plus de 11 000 potentiels de surélévation identifiés. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup d'opportunités. C'est quasiment 10%, quasiment, voilà, des copropriétés qui sont éligibles, donc ce qui est vraiment beaucoup, avec une grande partie de celles-ci qui sont classées en E, F et G. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure d'une copropriété qu'on a accompagnée donc à Issy-les-Moulineaux, qui est aujourd'hui qui a une très mauvaise étiquette et qui, par la surélévation, va permettre à la fois de faire une rénovation et une transition énergétique. C'est vraiment ça l'enjeu le plus important aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous partager en tant que tel aujourd'hui. Bon, je propose, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie d'Upfactor, peut-être des remarques ou des questions particulières sur nos activités? Non? Allez. Ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment
on aborde un sujet de surélévation et comment souvent on aborde les copropriétaires dans le cadre d'une démarche comme celle-ci pour essayer de les inciter à lancer un projet de surélévation. La plupart du temps, nous, on est très attachés au syndic de copropriété et on est très attachés au fait que c'est des gens qui connaissent très bien leurs clients. Alors, j'ai cru voir je crois qu'il y en a quelques-uns dans la personne qui nous regarde ce soir. Je crois qu'il y a Sandra Dagorn qui travaille pour un grand gestionnaire, je crois, qui voilà, montre aussi l'intérêt de ces gestionnaires de copropriété dans le service qu'ils pourraient rendre à leurs clients en accompagnant ainsi les projets et ainsi permettre à leurs clients de trouver des leviers de financement, en tous les cas en mettant ce genre de projet. Alors la plupart du temps, on fait l'analyse du portefeuille du gestionnaire de copropriété en identifiant toutes les adresses via notre outil logiciel. On prend les adresses en gestion des gestionnaires, on les met dans l'outil et on détecte partout où il reste des mètres carrés à construire. Généralement, ça se passe ensuite avec une restitution auprès des gestionnaires de copropriété qui connaissent très bien leurs clients, qui nous mettent ensuite en relation avec les copropriétaires. Point important, donc ça c'est la vision syndic. On peut tout à fait aussi, si on est par exemple président d'un conseil syndical, tout à fait nous contacter pour dire est-ce que ma copropriété a un potentiel. Donc voilà, c'est également tout à fait possible. Et c'est voilà, aujourd'hui on a plein d'opportunités, en tous les cas de personnes qui nous contactent comme cela. Alors la plupart du temps, l'opportunité, elle se présente via une présentation donc en assemblée générale et dans la plupart des cas, un peu à l'instar de la rénovation énergétique, l'idée c'est de proposer une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui, comme pour la rénovation énergétique, va permettre aux copropriétaires de s'approprier le sujet et d'être capable ainsi de porter une démarche globale qui vise à accompagner les copropriétaires dans la prise de décision en vue de réaliser un projet de surélévation. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, dans le cadre de la mission que Upfactor propose, donc c'est une mission qui est proposée un peu à risque, un peu comme peut le faire Pierre avec ses équipes de GPSO Énergie en tant qu'AMO, c'est-à-dire une mission dans laquelle on va venir accompagner le copropriétaire dans la prise de conscience d'un potentiel et d'une opportunité de faire. En contrepartie, c'est vrai que nous, on est une entreprise privée qui est capitalisée en partie par la Caisse des dépôts et la région Île-de-France. Donc, on a cette capacité du coup à prendre à risque un certain nombre d'études en contrepartie d'une exclusivité qu'on va demander pendant un certain nombre d'années, de manière à ce que, en fait, les copropriétaires, en tous les cas, ne partent pas avec nos projets ou en tous les cas les études sans Upfactor, en tous les cas sans l'accompagnement qu'on pourrait proposer. Par contre, ce qu'on aime bien faire, c'est que les copropriétaires sont libres de faire un projet de surélévation ou pas de projet de surélévation, bien sûr, dans toute la durée pendant toute la durée de l'étude et de l'accompagnement de Upfactor. Point important, cette première étape, elle est essentielle parce qu'elle permet de tisser le lien de confiance entre des gens qui ont des besoins, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. On aime bien que les copropriétaires et soit réaliser leur DPE ou au moins un audit ou au mieux un DTG, c'est-à-dire un diagnostic global qui permet d'identifier les besoins de la copropriété. Ça, c'est extrêmement important. Une fois que les copropriétaires connaissent leurs besoins, pour nous, il est plus simple de mettre en parallèle finalement les besoins des copropriétaires et les possibilités de financement que pourrait offrir une surélévation. Si on arrive à faire voter cette première contrat d'AMO en copropriété, derrière, on accompagne les copropriétaires donc pendant toute la phase d'études, et on est capable de lancer les études et de trouver, via un appel d'offres promoteur, puisque notre rôle c'est de trouver un opérateur qui soit capable d'acheter les droits à construire aux copropriétaires pour réaliser l'opération. Je vais vous expliquer un peu dans le détail après le montage, comment ça se passe et comment on va aller identifier la valeur du droit à construire, c'est un point important. Donc on accompagne les copropriétaires dans ces études, on réalise les études pour leur compte et on est capable, via l'appel d'offres promoteur, d'amener une ou plusieurs
opportunité d'achat de ces droits à construire pour essayer de lancer l'opération. On organise une seconde assemblée générale où ils votent le choix d'un opérateur et où ils s'engagent donc dans une démarche souvent mixte, rénovation et surélévation. On aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard. Ensuite, dans l'accompagnement, UpFactor aujourd'hui accompagne jusqu'à la fin de l'opération, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître d'œuvre de la surélévation, mais on est vraiment AMO de la copropriété pour accompagner ceux-ci dans la bonne vérification de ce que peuvent apporter et réaliser les promoteurs, faire en sorte que ce qui a été voté en Assemblée générale soit bien réalisé pendant le projet et la réalisation des travaux, conformément à ce qui a bien sûr été voté en AG. Donc ça, c'est extrêmement important. Un peu comme pour la rénovation énergétique, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, il est là pour vérifier et accompagner les copropriétaires de la bonne mise en œuvre de l'opération. Ben, nous, c'est un peu pareil, vraiment dans la même logique. Point important, aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité dans la vente d'un droit à construire en copropriété. C'est très important, ça veut dire que aujourd'hui, quand un copropriétaire vend son toit, il n'a pas d'impôt, voilà, il n'a pas d'impôt aussi bien au titre du revenu que de la plus-value. Et donc, c'est une vraie opportunité qui a été prorogée jusqu'au 31/12/2026, ce qui doit, en tous les cas, on l'espère, et l'État, en faisant cette prorogation, l'espère également, inciter les copropriétaires à mieux valoriser quelque part leurs opportunités pour essayer d'autofinancer et de compléter finalement les aides à la rénovation qui sont aujourd'hui mises à disposition des copropriétaires. Point important sur la détermination de la valeur, on y reviendra. Nous, on aime bien proposer ce qu'on appelle la surperformance commerciale, c'est-à-dire être capable d'accompagner les copropriétaires dans une juste valeur du droit à construire. Mais c'est vrai que quand on commence une opération, il y a souvent un décalage d'1 à plusieurs années entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est-à-dire la livraison des logements sur le toit du bâtiment. Et donc, pour faire ça, on a essayé de mettre en place un espèce de mécanisme dans lequel les promoteurs sont capables de reverser une partie de la surperformance commerciale si jamais ils vendent plus cher que ce qui était prévu au départ, de manière à ce que les copropriétaires puissent être alignés avec l'opérateur promoteur sur la création de valeur. Donc ça, c'est important. C'est une petite clause qui coûte pas très cher, que les copropriétaires auxquels elles ne pensent pas forcément en amont, mais qu'on peut tout à fait imposer aux promoteurs et ainsi quelque part garantir un bon fonctionnement dans l'organisation globale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la démarche qu'on porte chez UpFactor. C'est une démarche sur laquelle, bien sûr, on n'est pas totalement philanthrope. Donc, on est rémunéré, nous aussi, en étant rémunéré sur le chiffre d'affaires de l'opération, en prenant un pourcentage en 3 étapes. Au moment où la copropriété vend son droit à construire, au moment où le promoteur obtient son permis de construire, et enfin, à la fin de l'opération, où on accompagne jusqu'au bout les copropriétaires dans la réalisation du projet, voilà, pour être sûr que leurs intérêts soient défendus, bien sûr, jusqu'au bout. Point important pour les gestionnaires de copropriété, ça a un intérêt également, comme ils sont représentants légaux des copropriétaires, ils peuvent être rémunérés aussi sur cette opération-là, à la fois en tant qu'apporteur d'affaires quand ils cèdent un droit à construire. Naturellement, il y a un rôle du syndic dans la cession du droit à construire, c'est une partie accessoire des parties communes, on y reviendra, mais également dans la représentation des intérêts des copropriétaires pendant la phase de travaux. Et ça, c'est, je pense, aussi important, c'est-à-dire que c'est un travail qui peut être long, qui peut prendre du temps pour les syndics, et naturellement, la rémunération, elle est aussi importante. Ce qui doit les inciter aussi à inciter les syndics, bien sûr, à proposer ce genre d'opération pour accompagner également les copropriétaires dans cette démarche, bien évidemment. Voilà, en quelques mots, rapidement, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être. Il y a une question dans le chat Oui. qui demande si les PPT et futurs PPT ne sont-ils pas déjà hors sujet. Mais il me semble que tu as en partie répondu en disant que c'était intéressant d'avoir les besoins des copropriétaires. Alors, oui, c'est extrêmement important. C'est vrai que dans notre démarche, on a milité auprès de l'ANA pour que dans le cadre du PPT, notamment des TG, ils puissent être intégrés tout le volet surélévation. Pour que en fait, les copropriétaires aient connaissance, comme ils auraient connaissance finalement des pathologies de leur immeuble ou des choses comme ça, qu'ils aient connaissance finalement d'un potentiel de surélévation. Malheureusement, ça n'a pas été retenu, ça s'est focalisé sur... voilà, donc bon,
c'est toujours mieux que la copropriété ait conscience des travaux à mener, en tous les cas de la trajectoire de travaux à mener pour son immeuble. Ça, je trouve que c'est quand même assez important. On voit bien que dans la réussite de nos projets, c'est souvent des copropriétés qui avaient réalisé ce DTG qui ont concrétisé les projets les plus facilement. C'est quand même plus simple en connaissant à quelle sauce, quelque part, on va être un peu confronté dans les années à venir. Voilà. D'autres remarques peut-être? Non? Eh bien, écoutez, j'enchaîne. Il y a une, Un des sujets. Oui, il y a une question, il y a oui, 2 questions là qui sont arrivées. oui. Combien peut coûter le droit à construire au mètre carré en cas de vente par la copropriété? Alors ça, je pense qu'on On va y va y revenir venir. Voilà, par la je vais suite. expliquer. Ouais, tout à fait. Et il y a une remarque, oui, donc les documents déjà disponibles n'intègrent pas l'exploitation du foncier aérien. Non, du coup, non, les DTG l'intègrent pas en général, mais il y a Non. déjà par contre, la partie travaux énergétiques est déjà intégrée et la partie, exploitation du foncier permet en partie de financer ces travaux-là aussi, comme on va le voir. Ouais. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, et je vous cache pas que une des vraies, enfin en tous les cas, un des sujets moi qui m'intéresse le plus, c'est que euh, quand on fait une surélévation, il y a tout un tas de travaux, notamment au niveau de la toiture, qui vont pas être réalisés, qui sont pas nécessaires. Donc c'est vrai qu'il y a des travaux aussi qui sont enlevés des obligations des copropriétaires quand on fait une surélévation. Donc ça, c'est un point extrêmement important. L'autre point important, c'est que souvent, il y a des mutualisations au niveau du chauffage et de l'énergie, bien sûr, mais aussi de l'eau chaude sanitaire. Je vous présenterai tout à l'heure une opération dans laquelle on va pouvoir faire même de la transition énergétique, c'est-à-dire que dans le cadre d'un PPT ou d'un DTG, on n'envisage pas forcément un raccordement au chauffage urbain ou parce que c'est des coûts qui sont bien au-delà de ce que les copropriétaires pourraient mettre en œuvre dans le cadre d'une rénovation énergétique. Donc du coup, par l'ajout de logements complémentaires, naturellement, on va venir apporter des besoins complémentaires et ainsi, sans doute, proposer une mutualisation de l'énergie, aussi bien celle qui pourrait exister que dans un projet de surélévation, en fait, on fait de la construction neuve. C'est-à-dire il est nécessaire de se conformer à ce qu'on appelle la réhabilitation, à la réglementation thermique, pardon, RE 2020, c'est-à-dire la réglementation Mmh. en vigueur. Et donc, cette réglementation RE 2020 qui s'applique au neuf doit notamment intégrer de l'énergie renouvelable. Et donc, dans beaucoup d'opérations, dans lesquelles on fait une surélévation avec de l'énergie renouvelable sur la partie haute, et ben on en profite pour la mutualiser sur la partie ancienne, sur la partie existante, et ainsi aller plus loin que ce qu'aurait prévu le PPT ou le DTG, notamment dans l'exploitation de la ressource énergétique. Voilà. Donc ça, c'est, je trouve, un sujet, et c'est dommage effectivement que les PPT ne l'intègrent pas. Mais c'est comme ça. On est là pour ça, en tous les cas. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de rentrer un peu dans le détail d'un montage financier, puisque le nerf de la guerre, c'est bien évidemment combien les copropriétaires vont pouvoir récupérer quand ils se lancent dans un projet de surélévation. Alors, déjà, pour établir ce qu'on appelle, nous, la faisabilité économique, on part de l'estimation d'un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, on part des surfaces qui sont réalisables sur le projet, et la plupart du temps, on établit, nous, ce chiffre d'affaires à partir de ce qu'on appelle la surface habitable. La surface habitable, comment, alors, pour faire simple, hein, comment on l'évalue? Imaginons que vous avez un toit, on mesure cette surface de toit à partir du cadastre, hein, tout simplement, comme vous voyez sur les cubes verts qui sont ici. On évalue la surface du toit, on enlève 10%, on obtient ce qu'on a de la surface brute qui va être mesurée par exemple sur le cadastre. On va obtenir une estimation de la surface de plancher. Et ensuite, si on applique un coefficient encore de 15%, on va obtenir ce qu'on appelle, nous, la surface habitable, qui est la surface qui est vendable, qui va être commercialisée dans le cadre d'une opération d'un opérateur promoteur. Donc on vend de la surface habitable, c'est la surface qui sera réellement exploitée par les futurs occupants. Donc ça, cette surface, derrière, on va la multiplier par un prix moyen du mètre carré pour évaluer ce que va être le chiffre d'affaires d'un potentiel promoteur.
Pour ça, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il estime, on a plein d'opportunités d'évaluation du prix du mètre carré, aussi bien via le site de l'État qui s'appelle DVF, hein, qui est la représentation graphique de la vente enfin, de toutes les ventes qui sont réalisées notamment par les notaires. Donc, c'est des données immobilières qui sont aujourd'hui accessibles à l'adresse via le site internet du ministère, mais également tous les sites internet que vous connaissez bien évidemment, hein, sans faire de pub, entre Se Loger, Meilleurs Agents ou plein d'autres qui ont aujourd'hui sont capables de vous faire une estimation immobilière à l'adresse du prix du mètre carré. Donc, on se sert de ces informations et on constitue, dans le cadre d'un bilan, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires donc en état futur d'achèvement. La plupart des projets qu'on mène avec des promoteurs sont tout le temps ce qu'on appelle en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire une vente sur plan. Et donc on multiplie, vous voyez dans ce cas-là, l'exemple, on a un prix moyen de 6 200 € du mètre carré, multiplié par une surface de 469 mètres carrés, Carrez, qui est la surface habitable, génère ainsi un chiffre d'affaires de 2 907 800 € TTC du mètre carré, et hors taxe, ça fait 2400, on retire la TVA. Voilà, tout simplement. Derrière ça, donc ça, on intègre donc le bilan du promoteur, entre guillemets, donc la valeur des biens qui vont être créés sur le toit en surélévation. Derrière, quand un promoteur veut lancer une telle opération, il faut estimer le prix de revient de cette opération. Pour cela, il faut que le promoteur acquiert ce qu'on appelle un droit à construire. Donc, c'est la plupart du temps, donc c'est dans la loi de 65 en copropriété. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle un droit accessoire aux parties communes, hein, donc c'est affecté aux parties communes, mais donc ça appartient à l'ensemble des copropriétaires qui sont copropriétaires de l'immeuble en question qui est surélevable. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est une partie accessoire aux parties communes, donc il y a une acquisition auprès de tous les copropriétaires qui doit être faite, et ça, c'est extrêmement important. Il faut vraiment bien l'avoir en tête. Comment on évalue la valeur de cela? Eh ben, il faut évaluer déjà, donc on va y venir avec le prix de revient de l'opération, mais il faut faire attention aussi parce que des fois, dans les combles, il peut y avoir des combles avec des greniers ou des combles habités où on a des greniers qui sont des parties privatives, c'est-à-dire donc c'est pas parce qu'on a un comble que forcément on est sur une partie, on va dire commune classique. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant à ce que le comble qu'on veut surélever entre guillemets ne soit pas exploité ou utilisé par des parties privatives. Donc ça, c'est une petite vérification qu'il est impossible qu'il est très important de faire en amont. C'est bien sûr inscrit dans le règlement de copropriété. Donc la relecture précise du règlement de copropriété vous permettra d'avoir une vision claire et précise de cela. Derrière, donc on évalue le prix de revient de l'opération en identifiant notamment ce qu'on appelle un achat de droit à construire, qui correspond généralement on va dire à 10 à 15%, on va dire 10% du chiffre d'affaires de l'opération. Donc tout à l'heure, on estimait un droit à construire, on va dire un chiffre d'affaires on va dire entre 2 et 2,5 millions d'euros. Bon, voilà, 10% généralement, c'est entre 200 et 250 000 € qui peut être reversé au copropriétaire. Là, dans notre cas précis, on a un droit à construire qui est donc de 155 000 € et qui va venir payer environ 60% des travaux de la copropriété, qui sont évalués à, je l'ai mis un peu plus tôt en amont, non, c'est pas le bon, pardon, je reviendrai après dessus, qui est donc en gros environ 250 000 €. Il faut avoir en tête ça, c'est-à-dire que si on fait, imaginons 500 mètres carrés, qu'on est sur un marché où le prix du immobilier vaut 8 000 €, donc on est sur un chiffre d'affaires de promoteur d'environ 4 millions d'euros, la copropriété peut espérer toucher entre 400 et 450 000 € de droits à construire pour financer une partie de ses travaux. Donc ça, on reviendra sur le prix. Dans l'évaluation de ce droit à construire, en fait, il faut savoir que le promoteur, il peut le faire. C'est bien beau d'évaluer un droit à construire, mais est-ce que l'opération va être rentable? Et donc pour ça, on évalue toutes les taxes qui sont applicables à une telle opération. Hein. Dans une opération de construction de surélévation, on est soumis aux taxes d'aménagement comme un projet de construction neuve. Donc il faut identifier les différentes taxes qui sont applicables sur ce projet. Derrière, on va évaluer bien sûr le coût de la réalisation des travaux.
Aujourd'hui, les travaux de surélévation, ça dépend de la complexité, du nombre de niveaux, mais en gros, on est entre 2 000 et 5 000 euros du mètre carré en fonction de la complexité des travaux qui se réalisent. Et donc, naturellement, il faut moduler ça en fonction du projet. La plupart du temps, également, il faut envisager soit des renforts de structure ou de fondation si jamais l'immeuble n'est pas en capacité de reprendre. Donc là encore, on vient rajouter ces éléments pour affiner l'évaluation complète du droit à construire. Derrière, on évalue également s'il existe un ascenseur ou pas, ou au contraire, s'il faut installer un ascenseur dans l'opération de manière à ce qu'on puisse desservir les étages créés en amont. Ça, c'est un petit point important. Euh, Aujourd'hui, dans les immeubles qui sont au-delà de 3 étages, on a l'obligation d'installer un ascenseur. C'est-à-dire que si on crée une surélévation qui crée un 4e et un 5e étage, par exemple un immeuble qui n'est aujourd'hui n'en comportait que 3, eh ben on sera obligé d'installer un ascenseur. D'une part pour bien sûr, respecter la loi, premièrement, la loi accessibilité. Deuxièmement, parce que forcément, si on crée des logements au 4e et 5e étage, si on veut les vendre à un bon prix, naturellement, il va falloir qu'on donne les conforts du logement neuf, entre guillemets, et notamment la proximité d'un ascenseur. Bien évidemment, derrière, on évalue par exemple, les coûts d'une rénovation énergétique de l'immeuble en question, hein. Donc là, souvent issu du DTG ou du PPT, hein, donc on a ces informations. Donc là, je vois le 236 000 euros que j'ai évoqué tout à l'heure, 240 000 euros à peu près, dont 60% sont pris par le droit à construire. On a ainsi l'ensemble du prix de revient, auquel on va ajouter tout un tas d'honoraires et assurances. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire quand vous faites des travaux en copropriété, et vous le savez, on doit bien sûr ajouter les assurances, des frais d'architecte, des frais de conception, des frais de bureau d'études, les diagnostics amiantes, mais aussi ce qu'on appelle, nous, l'assurance dommage ouvrage et la tout risque chantier. C'est-à-dire que si on intervient sur un existant, il va falloir sécuriser les copropriétaires sur le fait que l'opération de surélévation, notamment, ne viennent pas dégrader, en tous les cas, soient bien assurés pour vérifier que si jamais il y a des dommages sur l'existant, que ceci soit bien pris en compte, en tous les cas, bien protégé pour envisager des réparations si nécessaire. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Derrière, il y a bien sûr les honoraires du syndic qu'on a évoqué tout à l'heure et les honoraires de facteurs qui sont envisagés dans le cadre d'un accompagnement comme ça, mais également, vous voyez, des tantièmes de copropriété, parce que quand on crée une surélévation, on utilise un outil qui s'appelle un lot transitoire de copropriété, c'est-à-dire qu'on crée un lot fictif, entre guillemets, qui est l'air qui est au-dessus du toit de l'immeuble, qui, pendant toute la durée des travaux, va être un lot de copropriété comme un autre et va être éligible aux charges, bien évidemment, de copropriété, comme n'importe quel autre copropriétaire de l'immeuble. Et donc, il faut bien intégrer tous ces tantièmes dans l'opération. Donc, tout ça pour dire, en fait, il y a tout un tas de frais qui vont permettre d'évaluer le prix de revient. À ça, il va falloir ajouter un promoteur, hein, pour qu'il s'intéresse à ce dossier. Il va falloir qu'il génère un peu de marge et il faut qu'il ait un peu des honoraires. Alors, ce qu'on appelle les frais de montage, c'est les frais d'honoraires, bien sûr, du promoteur, hein, ses frais de gestion à lui, c'est pour payer ses salariés et ses frais de structure. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les frais de commercialisation, c'est-à-dire que faut savoir qu'un promoteur, quand il va vendre les appartements sur le toit de vos immeubles, il va faire appel à un commercialisateur, ce qu'on appelle les frais d'agence dans une transaction habituelle. Et ça, il faut intégrer ça, il faut l'intégrer bien sûr dans le bilan, de manière à ce que on puisse évaluer si on a bien une faisabilité économique ou pas à faire une telle opération de surélévation. Donc ça, c'est tout le travail que nous, chez Upfactor, on mène pour le compte des copropriétaires, pour envisager la faisabilité économique et l'intérêt qu'ils pourraient avoir à réaliser une opération. Le juge de paix de ça, c'est que, bien évidemment, il faut trouver un opérateur. Deux, le prix de la surélévation, il varie vraiment du coût des différentes, on va dire, des différents sujets qui vont être adressés pendant les études qui vont être menées, notamment sur différents immeubles. Alors, un point tout simple, si vous avez un immeuble avec une toiture terrasse, naturellement, le prix de la surélévation va coûter moins cher que si on est dans un cas où on a un comble habité, avec une nécessaire démolition du comble, avec un relogement des habitants du dernier étage, bien évidemment. Vous imaginez également que l'acceptabilité d'un projet va avec et est tout à fait, on va dire, vraiment
enfin, est beaucoup plus simple si on se lance dans l'opération. Autre chose, s'il existe déjà un ascenseur, ça sera beaucoup plus simple d'agrandir l'ascenseur, de l'étendre plutôt que de recréer un ascenseur. Bien évidemment, c'est un coût qui sera bien sûr en moins dans le bilan et ainsi, on va dire, une meilleure marge pour le promoteur, mais surtout une meilleure sécurisation du chiffre d'affaires pour les copropriétaires et une meilleure valorisation du droit à construire. Voilà. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire, encore une fois, nous, on essaye toujours de faire le lien entre ce que va gagner l'opérateur promoteur, ce que va gagner la copropriété, et ainsi assurer une bonne faisabilité globale de l'opération. Tout ça pour arriver à la fin à une synthèse, entre guillemets, hein, c'est-à-dire on va vendre combien de mètres carrés, combien on va financer de charges foncières, combien on va financer de travaux de rénovation, et quel reste à charge va ou pas rester aux copropriétaires pour financer leurs travaux. Tout ça en essayant de limiter la marge d'un opérateur promoteur. Généralement, on est entre 8 et, 8 et 12% en moyenne, hein, ça dépend un peu de la taille des opérations et de la complexité des opérations. Nous, on aime bien faire en sorte que le gain des copropriétaires soit à peu près égal au gain du promoteur, à la marge nette, de manière à ce qu'il y ait un peu un équilibre entre ce que vont gagner les uns et les autres, de manière à ce que il y ait une répartition équitable. Hein, je ne dis pas bien sûr équilibrée, hein, mais équitable, parce que naturellement le promoteur il prend un peu plus de risques que les copropriétaires, mais au moins qu'il y ait cette répartition équitable dans l'évaluation. Donc ce qu'il faut retenir en quelques mots, c'est que, la rentabilité, bien sûr, d'une opération, elle est bien sûr liée au marché local. Plus vous serez dans un marché tendu, mais qui est le cas hein, sur tout le territoire du GPSO, plus on aura un intérêt à se lancer dans un projet de surélévation parce qu'on aura peu de mal à commercialiser les appartements qui seront réalisés sur le toit. Et de manière aussi un peu plus pragmatique, c'est-à-dire que plus la complexité d'une opération, comme je l'ai évoqué avec la question des toitures terrasses, sera simple, plus effectivement la rentabilité sera bonne et ainsi assurera aux copropriétaires la meilleure, bien sûr, la meilleure rentabilité. C'est vraiment une balance, hein. La faisabilité d'une opération, c'est vraiment une question d'équilibre. Des fois, il faut essayer d'aller au maximum du potentiel de surélévation, et puis des fois, naturellement, il vaut mieux se limiter à 1 à 2 niveaux parce que on va pas faire de renfort de structure sur le bâtiment et ainsi, on va bénéficier, on va dire, du bon équilibre entre la complexité et la rentabilité financière et immobilière. Donc voilà, donc c'est un juste milieu que nous, on va essayer d'évaluer pendant toutes les phases d'études qu'on mène pour les copropriétaires, en ayant en tête quelque chose qu'il faut avoir, voilà, c'est qu'environ, ce que peut gagner une copropriété, c'est environ à peu près 10 à 15% du chiffre d'affaires du promoteur, comme sur la base du calcul que je vous ai évoqué tout à l'heure. Voilà, alors c'est un peu technique, je suis désolé, c'était un peu, voilà, mais je pense que c'était important de rentrer dans ce niveau de détail pour bien évaluer ce qu'est le droit à construire, entre guillemets, en copropriété. Vous avez des questions peut-être, j'imagine, peut-être? Il y a des questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, Monsieur Auclair. Oui, je suis membre d'un conseil syndical et j'ai déjà évoqué cette possibilité d'une surélévation d'immeubles dans un immeuble qui s'y prête parfaitement. Mais ça a été un tollé général de tous les copropriétaires parce que faire des travaux dans un immeuble habité, c'est difficile à supporter. On m'a cité des exemples qui s'étaient mal passés et on m'a dit, c'est pas la peine d'y penser parce qu'on sera trop gêné par les travaux. Donc c'est un frein important, j'ai l'impression. Oui, alors ça, c'est bon. Malheureusement, c'est comme dans tout projet, hein, il y a des bonnes et des mauvaises expériences. Nous, ce qu'on essaye de porter, c'est bien sûr, on a fait tous les projets qu'on mène et ceux que je vais vous montrer sont faits en milieu occupé, hein. L'idée, c'est de travailler, on va dire, au maximum, on va dire, dans le temps de la rénovation énergétique. Comme on le voit à l'écran, hein, de toute façon, si on intervient avec un échafaudage, si on intervient avec des nacelles, si on vient de faire du remplacement de menuiserie, si on vient de faire de l'isolation par l'extérieur, dans tous les cas, il y aura de la gêne. Donc l'idée, c'est d'intégrer la surélévation dans le cadre de ces travaux-là, bien évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on voit simplement, c'est vrai que la mutualisation et le fait qu'il y ait un gain
pour financer la copropriété dans dans la réalisation de ces travaux. Aujourd'hui, ça permet quand même d'accélérer ces process et vraiment aujourd'hui d'obtenir de plus en plus d'adhésion quelque part, euh, notamment on va dire, dans la transition énergétique. On voit bien qu'aujourd'hui, avec les coûts, on va dire, de l'énergie, si on peut les mutualiser, c'est quand même mieux, quoi, bien évidemment. Alors, point important aussi, on travaille beaucoup avec des solutions de construction qui sont préconstruites, c'est-à-dire vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle la construction légère, bois, hors site, qui est construite en atelier et qui est ensuite euh, amenée sur le chantier en limitant le temps d'intervention sur site. Aujourd'hui, on arrive à réaliser des opérations, ce qu'on appelle de clos couvert, c'est-à-dire on vient rajouter une surélévation et poser quelque part ces nouveaux logements sur les toits dans un temps assez réduit, puisqu'il faut en gros 2 à 3 mois pour poser la nouvelle structure, et ensuite on finit quelque part l'intérieur en ayant beaucoup moins de gêne pour les autres copropriétaires, hein, puisque donc on est capable de démonter un échafaudage à la suite de la pose, de la réalisation de cette surélévation sur le toit. Voilà. Je vais vous montrer un exemple où on a mis, pour faire le clos, enfin en tous les cas, poser la structure bois, on a mis 7 jours. Je vais vous montrer ça à la fin dans les retours d'expérience. Voilà. Il y a une autre question peut-être dans le chat. Alors, je ne l'ai pas à l'écran, moi. Allez-y, prenez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Marc Ménella, CAFAP Formation. Je l'ai écrit dans le chat. Moi, je suis un porte-voix incessant sur les bienfaits et les vertus de la surélévation. On connaît les difficultés des promoteurs actuels. On sait que bien des projets qui sont peut-être moins risqués sont abandonnés ou en tout cas gelés actuellement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a des promoteurs qui sont très ouverts à ce type d'opération? Est-ce que vous êtes déjà avec peut-être des partenariats qui laissent plus optimistes sur l'avenir de ces opérations? Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup sur la copropriété en difficulté et je sais que la surélévation est une des sources de règlement de ces difficultés. Alors oui, alors c'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les promoteurs sont vraiment dans le dur, notamment au niveau des financements. L'intérêt de ces opérations de surélévation, c'est que c'est des opérations à impact. C'est-à-dire que c'est des opérations qui permettent de financer, enfin de réaliser bien sûr, de mesurer de l'impact directement de manière très, très active, notamment sur la rénovation énergétique, bien évidemment, la non-artificialisation des sols, je l'ai dit, mais aussi l'accessibilité. En ce sens-là, les banques, depuis environ une petite année, voient d'un meilleur œil, notamment au niveau de la réglementation bancaire européenne et de ce qu'on appelle la taxonomie européenne, sont capables de faire des meilleures conditions aux opérateurs promoteurs qui se lanceraient dans des opérations avec de l'impact par rapport à celles qui feraient des opérations classiques en artificialisation des sols. Donc ça, c'est un levier nouveau qui permet notamment aux promoteurs de mieux se financer et ainsi d'aller chercher notamment des meilleurs financements bancaires. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a aussi une variante intéressante, c'est qu'on est globalement sur des petits projets. C'est-à-dire qu'on est sur des projets entre 5 à 15 logements, on va dire, au maximum. C'est-à-dire des projets de plus petite taille qui nécessitent du coup moins de fonds propres. Et donc, du coup, les opérateurs promoteurs sont un peu plus enclins quelque part à se lancer dans de telles opérations. La difficulté qu'on a, c'est la montée en compétence de ceux-ci qui avaient l'habitude de construire avec des matériaux plutôt dits traditionnels et donc qui là vont devoir travailler avec des matériaux plus, on va dire, innovants, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même aujourd'hui pas non plus, ça devient très courant de construire avec des constructions solutions légères, hein, qu'elles soient bois ou métalliques. Hein. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui travaillent sur notamment la construction légère métallique, qui est pour moi pleine de promesses parce que travaillons beaucoup avec du recyclage, hein, donc de matière, donc c'est très efficient. Donc, je dirais que il y a beaucoup d'intérêt pour les opérateurs promoteurs à se lancer là-dedans. Naturellement, voilà, encore une fois, aujourd'hui, il y a peut-être une quinzaine d'opérateurs sur la place en Île-de-France qui savent vraiment travailler sur ce genre d'actifs. Mais on le voit dans nos appels d'offres en cours, le marché redémarre.
et notamment parce que le risque de commercialisation sur des projets de surélévation est beaucoup plus faible que sur une opération classique. Pourquoi? Parce qu'on ne vend que des derniers étages. Donc pour un promoteur, il prend beaucoup moins de risques à lancer un projet de surélévation en promotion que s'il lançait une commercialisation d'un immeuble normal, où il aurait sans doute des rez-de-chaussée ou des premiers étages à vendre, alors que là, on ne vend que des derniers étages. Voilà. Donc en moyenne, je dirais qu'aujourd'hui, le marché est en train de plutôt d'aller dans ce sens-là et d'être plutôt accompagné. Je crois qu'il y a encore une question. Madame Gomez. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis étudiante en dernière année de master et je travaille également pour un promoteur immobilier. Et je fais mon mémoire sur la surélévation. Et j'ai fait un petit peu de recherche sur Upfactor. Et je voulais savoir si, parce que j'ai bien compris que vous travaillez comme intermédiaire, mais est-ce que vous suivez les travaux de bout en bout en fonction de AMO obligatoirement, ou est-ce que c'est à la demande du promoteur? Alors, Ça, on est AMO des copropriétaires, et dans le Ok, cadre de cette AMO des copropriétaires, en fait, on suit l'opération effectivement de A à Z. Par ok, contre, on a donc une filiale d'architecture qui mène avec la copropriété et le promoteur le permis de construire, ok, et qui ensuite est capable de réaliser l'opération ensuite en accompagnement de l'opérateur promoteur s'il le souhaite, jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, on pourrait le faire, c'est tout à fait possible. Et c'est souvent une demande des copropriétaires qui sont un peu en confiance avec le travail qu'on a mené en amont, et qui permet ainsi de sécuriser aussi l'opérateur dans sa relation avec, avec la copropriété. Mais bon, c'est pas obligatoire. On a des opérations qui ont été réalisées par des maîtres d'œuvre extérieurs, et où nous, on a juste servi d'intermédiaire au promoteur qui a acheté le droit à construire et travaillé avec ses propres équipes. Voilà. ok, merci beaucoup. Oui, une dernière petite remarque sur le financement. Oui. Alors, moi, je connais assez bien, voire pas mal, le milieu de la banque. Je sais que les grandes banques aujourd'hui ont complètement intégré verticalement tous les métiers de l'immobilier. Et donc, ils sont de plus en plus sensibilisés. Ils savent de mieux en mieux faire les financements. Ils sont beaucoup moins craintifs, notamment sur le segment des marchands de biens, mais aussi sur le segment de ce type d'opération de financement de la copropriété. Peut-être que là, il y a un gisement de financement beaucoup plus facile en nouant des partenariats avec les grandes banques. Alors oui, on l'espère, on l'a essayé. Aujourd'hui, notamment, nous, on a beaucoup d'espoir à ce que le financeur, par exemple, l'un des financeurs de la rénovation énergétique en copropriété, qui est la Caisse d'épargne, s'intéresse très fort à ce sujet. Parce que naturellement, en étant déjà l'accompagnateur des copropriétés, notamment dans tous les prêts, les éco-prêts et ainsi de suite, au financement de la réno, il y aurait du sens à ce que ceux-ci accompagnent les opérations de surélévation qui ont beaucoup de sens et beaucoup d'impact, comme je l'ai évoqué. Il y a d'autres acteurs, notamment plutôt coopératifs, qui s'intéressent à ce sujet, comme le Crédit Coop ou d'autres, ou encore Arkea qui est très intéressé par ce sujet, naturellement, en tant qu'accompagnateur notamment du logement dans son ensemble, aussi bien des promoteurs que du logement social. Voilà, donc je dirais oui, mais bon, je pense que le secteur a encore pas mal à prouver pour qu'on soit vraiment un produit intéressant, en tous les cas, pour les banques en tant que telles. C'est les promoteurs qui sont déjà approchés. Moi aussi, je pense à un grand réseau coopératif qui maîtrise parfaitement ça, à la fois la grande promotion et la petite promotion, et aussi le segment des marchands de biens. Eux, évidemment, leur segment de clientèle, c'est les promoteurs. Mais aujourd'hui, si les promoteurs leur parlent d'autre chose que de projets neufs, peut-être qu'ils vont y aller parce que Dieu sait qu'ils en ont les moyens. Complètement. Je dirais que c'est oui, c'est un vrai sujet pour nous, parce que il faut continuer l'acculturation, il faut continuer, on va dire, l'explication et les vertus de ce genre de projet. Je dirais que ce qu'on a réussi par le travail qu'on a mené depuis 5 ans dans toutes les métropoles, comme évoqué en début de présentation, c'est vraiment l'acculturation politique. Où aujourd'hui, que ça soit, il est quand même assez remarquable que dans le PLU de Grand Paris Seine-Ouest, il y ait un volet surélévation avec un volet, on va dire, accompagnement de la surélévation avec la suppression des besoins de stationnement. Oui, c'est quand même assez considérable le chemin parcouru, on va dire, en très peu de temps. Et je trouve que ça va sans doute faire bouger les lignes, et
faire en sorte que les opérateurs promoteurs se lancent de manière on va dire, plus large sur ce genre de projet. C'est une activité de start-up finalement, et certaines banques qui sont très sensibles, notamment dans leur réseau de centres d'affaires et de villages d'accompagnement des start-up. Ouais, complètement. Bon, je pense que je sais de quelle de banque vous parlez, je les connais bien. Et voilà, on a beaucoup acculturé ces gens-là, et notamment ces grands réseaux de banques. Aujourd'hui, par exemple, ils ont des foncières. Ces foncières, elles pourraient tout à fait investir dans ces projets de surélévation pour finalement faire de l'impact et créer des logements au plus près des besoins en finançant la rénovation énergétique. En tous les cas, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein à cela. D'autres remarques, peut-être, questions? On enchaîne? Oui, bonsoir. Oui, Une bonsoir. question. Paul Baudin-Varenne, étudiant en dernière année à l'École supérieure des géomètres et topographes. Oui, J'avais une question concernant l'acceptabilité du projet de surélévation, tant ouais, de par les copropriétaires que par les riverains. ouais. Ne serait-elle pas renforcée en sollicitant en amont l'expertise d'un cabinet de géomètres experts pour étudier la copropriété d'un point de vue général, mais ainsi que les limites de propriété? Alors, faut savoir que forcément, on est en lien avec les géomètres très en amont dans tous les projets qu'on mène, bien évidemment, hein, puisque c'est D'accord. par le géomètre que l'on établit le lot transitoire de copropriété. On s'appuie aussi sur lui pour définir bien sûr les limites séparatives et toutes les problématiques de servitude qui pourraient exister sur les parcelles en question, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a eu je pense que le sujet numéro un dans l'acceptabilité, c'est qu'il faut que le projet ait du sens pour les copropriétaires. C'est-à-dire que, ça permette du financement de la rénovation, bien évidemment, que le jeu en vaille la chandelle, hein, d'où le temps qu'on a passé sur le montage financier, mais également que ces copropriétaires aient l'intérêt, soient capables d'avoir un peu une fibre environnementale, c'est-à-dire avoir l'envie de faire basculer leur immeuble dans le 21e siècle, quelque part, et donc dans l'optimisation à la fois des ressources, mais aussi de leur charge. Donc ça, je pense que c'est, on va dire, les principaux critères d'acceptabilité. Et bizarrement, on va dire, aujourd'hui, nous, les problématiques que l'on a eues, on va dire, sur les 2 dernières années, mais elles sont aussi en partie conjoncturelles, c'est pas l'acceptabilité des copropriétaires, c'est de trouver des opérateurs promoteurs pour réaliser les projets. Et donc ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller chercher des copropriétaires qui ont des besoins et à qui on peut proposer un projet, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Et on a de moins en moins de votes négatifs en Assemblée générale. Autre point important, l'acceptabilité, elle est quand même relativement simple quand la règle de vote pour vendre un droit à construire en copropriété est que la majorité simple, c'est-à-dire 25, l'article 25, c'est-à-dire 50 et un tantième, qui est d'ailleurs la règle dans toutes les zones de préemption urbaine et notamment dans tout le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Donc ça, c'est quand même aussi un facteur d'acceptabilité quand vous avez que 51 tantièmes nécessaires pour faire accepter un tel projet. Donc ça, c'est quand même aussi vraiment, je pense, très important. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de manière très spécifique du rôle du géomètre et de son impact, bien évidemment. Je pense que je suis à votre dispo. Voilà, je pense que je me demande si vous ne m'avez pas déjà contacté, donc avec Oui, tout plaisir à fait. pour Merci échanger. beaucoup. Merci. D'autres remarques peut-être? Allez, écoutez, on va avancer. Je vais vous parler un peu des spécificités techniques et notamment de quelque chose qui peut très bien faire peur aujourd'hui en copropriété, c'est-à-dire est-ce que mon immeuble va tenir? Donc une grande partie des études quand on lance un projet de surélévation, c'est de déterminer le seuil de surcharge maximale, bien évidemment. Alors, un peu dans l'image caricaturale que je vous ai mis à droite, c'est un projet qui a été réalisé à Paris où là, la surélévation, on a rajouté deux étages à un immeuble qui n'en avait qu'un seul. Et du coup, on est passé par une structure intermédiaire, une nouvelle structure, des poteaux qui ont été ramenés sur le bâtiment, sur la parcelle, donc en applique du bâtiment existant, et on a pu ainsi porter la partie surélévation. Alors, c'est très caricatural. La plupart du temps, on s'appuie sur le bâtiment existant et on calibre quelque part
le projet de surélévation à la capacité portante du bâti en tant que tel. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ça dépend du projet. Donc en gros, on évalue la surcharge du bâti. On s'appuie bien sûr sur les compétences d'un ingénieur structure qui va engager sa responsabilité dans l'évaluation technique de tout ça. Mais si on a bien sûr des reprises de charges à prévoir, eh bien, on les intégrera dans le cadre du montage financier que je vous ai évoqué. Donc, c'est les fameuses reprises structurelles ou les reprises de fondation qui sont nécessaires dans le cadre d'un projet. Naturellement, si on doit faire des reprises en milieu occupé, c'est très compliqué. Donc, vous voyez, ça, fait partie vraiment des sujets qu'on évoque et qu'on identifie le plus rapidement possible quand on arrive sur un projet, de manière à identifier, on va dire, la faisabilité technico-économique de l'opération. Ensuite, les différentes contraintes techniques, c'est tout le temps à peu près les mêmes. C'est-à-dire, on a un sol, la capacité du sol à reprendre ou pas des fondations, une charge complémentaire. C'est-à-dire que c'est bien beau que le bâtiment soit en capacité de reprendre, par exemple, 1 à 2 niveaux complémentaires, mais si le sol qui le soutient n'est pas suffisamment solide, eh ben, il va falloir le renforcer. Donc là, on a des possibilités. À chaque fois, c'est des possibilités de renfort, mais qui coûtent cher et qui, du coup, seront impactantes sur le bilan opération. On a bien sûr le fait qu'une surélévation, si on est sur une toiture qui n'est pas une toiture terrasse en béton, donc là, on a la nécessité d'identifier comment on va venir reposer la surélévation et donc est-ce qu'on va être obligé ou pas de démolir la toiture. Donc naturellement, en privilégiant toutes les toitures terrasses qui ne sont pas exploitées, on a une grande facilité à identifier un projet de surélévation, ou en tous les cas la faisabilité technique. On a bien sûr aussi la problématique des baies dans les pignons, c'est-à-dire les fameux jours de souffrance. Dans beaucoup de dents creuses, c'est-à-dire d'immeubles plus bas par rapport on va dire, à un environnement construit, on voit souvent que les immeubles voisins en ont profité pour faire des baies sur les murs. Donc là, il faut très vite identifier si ce sont des vues principales ou des vues secondaires, identifier si ce sont des jours de souffrance ou pas avec des servitudes. Voilà, d'où le travail aussi du géomètre. Hein. Là, voilà, petit clin d'œil, mais c'est un point important sur lequel on fait souvent appel à ces professionnels pour évaluer si on va venir gêner ou pas les voisins. Ça, c'est aussi un vrai critère d'acceptabilité de l'environnement et des voisins si on prend en compte ces éléments très en amont. L'autre point important, c'est la capacité d'intervention ou de chantier, ou en tous les cas de la capacité d'acceptabilité du site ou de la rue à un tel projet. Est-ce qu'on va pouvoir installer une emprise chantier? Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, peut-être fermer la rue pendant 2 jours ou 3 jours pour installer une grue et ainsi positionner ou amener des éléments préfabriqués en toiture, ou ainsi de suite. Je vais vous en parler un peu sur l'exemple que je vais vous montrer, où on a pu le faire. On a pu fermer la rue pendant 2 jours. Et on va dire pendant les 2 jours, on a pu amener l'intégralité des éléments de construction et ainsi limiter, on va dire, le clos couvert à quelques jours pour amener toute la structure en bois qui a été préfabriquée en atelier. Ça vient aussi au fait que est-ce qu'on peut installer ou pas une grue ou une grue mobile ou moins dans des rues. Donc on voit bien que quand on a une rue très étroite, naturellement on ne peut pas amener de camion. Donc il va falloir travailler avec un système constructif qui soit manuportable. Et là encore, il faut le prendre en compte dans la construction et l'évaluation financière de l'opération. Alors, quelques exemples. Je vous ai montré un cas d'exemple d'un module 3D. Aujourd'hui, on travaille avec des constructions bois qui sont directement préfabriquées en atelier. Ça, c'est un projet qui a été réalisé à Poissy, donc dans le 78, où ils ont réalisé cette opération, ils ont surélevé le bâtiment et en quelques jours, ils ont posé ces différentes maisons, entre guillemets, sur le toit et où on a des volumes qui sont préconstruits en atelier. Voilà, donc ça, c'est une des pistes, mais on a des structures aujourd'hui qui sont en ossature légère, comme je l'ai évoqué, en bois ou en acier, qui permettent aussi de répondre à la demande et tout un tas d'autres systèmes. Voilà. Une des difficultés, c'est de construire en maçonnerie traditionnelle. Aujourd'hui, par une question de poids, tous les systèmes légers, bois ou acier, sont plus légers que la construction traditionnelle. Et c'est pour ça qu'on les emploie aujourd'hui en surélévation. C'est vraiment pour essayer de limiter l'impact de la structure sur la structure du bâtiment existant. Voilà, c'est vraiment ça. Pour ces raisons qu'on utilise toutes ces méthodes de fabrication un peu plus contemporaines. Rapidement, pour vous donner aussi quelques éléments de référence, pour bien construire en site occupé, il faut identifier les contraintes.
naturellement, on va avoir des contraintes liées au bruit, à la poussière, au passage des ouvriers. Donc là, il va falloir mettre en place des dispositions où, par exemple, les ouvriers, ils passent par l'échafaudage et n'utilisent jamais les parties communes, par exemple. Ou alors, quand on a des ouvrages en béton armé avec des acrotères, c'est-à-dire des relevés d'étanchéité en toiture, eh ben, il va falloir tout faire pour ne pas avoir à découper ces éléments en béton de manière à ce qu'on ne crée pas des vibrations ou des nuisances qui soient impossibles à accepter pour, bien sûr, par exemple, des personnes âgées qui seraient là toute la journée dans leur maison, dans leur appartement, et viendraient être gênées de manière très importante voilà, dans le cadre de la réalisation d'une telle opération. Donc tous ces sujets-là, nous, on les a bien sûr identifiés par notre retour d'expérience, hein, bien évidemment, depuis plusieurs années, et on est capable ainsi de dialoguer très en amont avec les copropriétaires pour dire quel est leur seuil d'acceptabilité ou on va dire d'acceptation voilà, des différents travaux qui pourraient être réalisables pour essayer de simplifier, de dédramatiser, en tous les cas, d'accompagner au mieux le promoteur dans la réalisation du projet pour ainsi réduire les nuisances, bien évidemment, et assurer le bon déroulé de ce genre de projet en bonne et enfin en toute sécurisation. Alors je vais aller vite. Alors quelques exemples de projets qu'on a réalisés, mais je pense que le plus intéressant, ça va être de vous montrer quelques exemples qui vont illustrer mon propos. Je pense qu'à la fin, on prendra peut-être des questions s'il y en a. Alors, un exemple très intéressant qu'on a réalisé à Malakoff, hein, où donc c'est une petite copropriété d'une dizaine de lots, dans lequel, en fait, on est sur un environnement faubourien classique, on va dire, du territoire, où on a la possibilité de construire, en remplacement d'une toiture en tuiles existante, de rajouter 2 étages et de venir ainsi créer donc des logements donc en toiture qui vont être portés par un opérateur promoteur. Donc la copropriété va vendre ainsi un droit à construire et va ainsi réaliser des logements avec une cage d'escalier qui va être créée à partir des parties communes et desservir 2 nouveaux logements qui vont être créés sur le toit du bâtiment. Donc là encore, on est sur de la micro-opération, mais je pense que c'est l'avenir du redéveloppement urbain, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit sur des toutes petites opérations qui viennent compléter les possibilités des règlements d'urbanisme et qui permettent de répondre, par exemple, à cette copropriété en finançant son ravalement, l'isolation d'une partie de ses parois et surtout le remplacement, par exemple, l'intégration d'un système de ventilation qui n'était pas existant avec une mutualisation d'un système de chauffage. Donc là, dans ce projet, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu travailler à la fois sur des logements qualitatifs en toiture, où on a travaillé dans l'exploitation d'un comble, avec notamment un travail sur le confort, à la fois confort d'été, mais aussi l'éclairement de ces pièces-là, et venir travailler sur la bonne ventilation de ces logements qui sont en comble. Vous pourriez me dire, bah oui, ça va être en con, il va y avoir de la surchauffe. Ben non, on a pu travailler, notamment en travaillant avec Velux sur différents sujets de ce type-là. Et ce qui a pu donner, avec un système constructif bois qui a été entièrement préfabriqué en atelier, qui a pu être posé en 2 jours, c'est-à-dire qu'on a fermé la rue. En 2 jours sont arrivés 6 camions dans lesquels il y avait l'intégralité des panneaux bois. Là, le camion grue a pris les éléments, les a posés directement sur le site. On a pu construire finalement l'intégralité de ces panneaux en 2 jours et ensuite sont intervenus un couvreur qui a fait l'intégration donc de la couverture en zinc sur le toit, l'isolation bien évidemment, et ensuite une isolation par l'extérieur de toutes ces parois avec un ravalement ensuite enduit qui a permis de générer donc l'image à droite finie, terminée, avec des logements du coup avec des terrasses, des logements qui sont RE2020, donc avec des réglementations thermiques qui sont aujourd'hui très performantes, financer la rénovation du bâtiment en dessous et apporter des logements de grande qualité dans un territoire où en fait il n'y avait pas l'offre, en tous les cas l'offre locative, en tous les cas l'offre n'était pas forcément disponible. Donc un vrai exemple d'un petit projet où on est passé d'une transformation d'un comble perdu à une création de duplex très attractifs, qui ont trouvé preneur, on va dire, en très peu de temps, et qui ont permis ainsi de créer de la valeur et de la partager avec les copropriétaires qui étaient en dessous. Premier exemple intéressant, voilà, très pragmatique et qui vous montre un peu l'intérêt de tout ça. L'autre sujet, c'est un sujet qu'on mène en ce moment à Issy-les-Moulineaux, qui est une copropriété donc qui est avenue de Verdun, où on a là encore 12
12 copropriétaires qui ont un sérieux problème à la fois de rénovation énergétique et d'une chaudière fuel en fin de vie. Donc on est en étiquette G, vous voyez, donc là on a la pire des étiquettes, pire des problématiques, une toute petite copropriété avec un énorme programme de travaux, où en gros ils ont un ticket moyen entre 45 et 50 000 euros à sortir pour financer leurs travaux de rénovation, sachant que ça pourrait être bien plus s'ils devaient en plus refaire leur toiture, puisqu'il y aurait une toiture à refaire en plus. Voilà, donc en gros un reste à charge très important qui fait que rien ne se fait dans l'immeuble depuis maintenant plusieurs années. Le sujet qui est important dans cette histoire-là, c'est qu'il y a bien un potentiel de surélévation. Et donc, on est dans un territoire extrêmement attractif, hein, comme ça ici les Moulineaux, et notamment dans le territoire de la ZAC, où en fait il y a un immeuble neuf qui a été construit à droite, et où finalement on a le sentiment que ce bâtiment a été un peu laissé pour compte, et donc il est très en retrait de la rue. Donc on a proposé, nous, aux copropriétaires, de venir rajouter, pour ramener le bâtiment le plus près possible de la rue, de rajouter une épaisseur, de manière à pouvoir avancer le bâtiment et lui redonner une nouvelle image, et ainsi de proposer à chacun des copropriétaires de racheter des mètres carrés pour agrandir leur appartement et ainsi avoir une pièce en plus. Ça a un double intérêt, c'est-à-dire, bien sûr, l'acceptabilité des copropriétaires qui vont pouvoir agrandir leur logement sans déménager, mais également de pouvoir agrandir l'assiette de la surélévation, c'est-à-dire la surface de la future surélévation. Et là, on va venir valoriser toute la partie surélévation, on va venir rajouter 4 niveaux, et on va venir s'appuyer finalement sur l'épaississement, sur la partie qui est créée en amont devant, pour pouvoir accompagner on va dire le portage quelque part de la surélévation, c'est-à-dire le renfort structurel nécessaire à la création des 4 niveaux complémentaires. On installe un ascenseur au cœur de l'escalier existant, donc on va permettre ainsi une accessibilité aussi aux appartements existants, pour pouvoir desservir bien sûr les appartements en partie supérieure. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la surélévation donc, va permettre de passer d'une étiquette G à une étiquette C, en amenant une énergie, on va dire, nouvelle, qui va permettre ainsi de mutualiser le système de chauffage, de passer d'une chaudière fuel à une chaudière gaz, avec, on va dire, donc ça a été un choix des copropriétaires. Initialement, on était parti en pompe à chaleur, et puis pour des raisons de coût, finalement, on est resté sur une chaudière gaz, d'où l'étiquette C, hein. Sinon on serait passé en étiquette B, ça c'est un point important. Mais on a pu surtout intégrer l'intégralité des façades, l'isolation, le changement de ventilation, l'amélioration de toutes les parties communes, j'ai dit l'installation d'un ascenseur, mais également un peu le changement d'image complet de l'immeuble. Et tout ça pour, on va dire, un fonctionnement où la copropriété ne va pas avoir à débourser un seul centime pour sa rénovation énergétique. C'est-à-dire que là, on a un autofinancement de la rénovation globale parce qu'on arrive à créer suffisamment de surface sur le toit pour autofinancer la rénovation énergétique du bâtiment. Ça, c'est important parce qu'on est accompagné par Solia aussi en tant qu'AMO, ingénierie financière sur ce projet, et où là, on va pouvoir cumuler à la fois la vente du droit à construire et les aides à la rénovation, qui là sont évaluées à environ un peu plus de 120 000 euros, pour essayer de couvrir l'intégralité des besoins des copropriétaires dans un projet comme celui-là. Donc voilà une démarche très vertueuse où on cumule à la fois de la valorisation immobilière, un accompagnement des copropriétaires pour améliorer leur habitat et améliorer finalement leur vie de l'immeuble, mais également un accompagnement à la rénovation énergétique complète. Donc voilà, une vraie démarche globale qui apporte la surélévation. Donc ça, c'est un dossier, on a obtenu le permis de construire qui va être en chantier à partir du mois d'octobre prochain. Voilà un peu la démarche, voilà, on y est presque, j'ai presque tenu mon timing, Pierre. Bravo. Super intéressant. On a quelques encore questions dans le chat. Oui, avec plaisir. Donc restez avec nous. J'ai une question sur les recours du voisinage à la suite du dépôt de permis. Est-ce que ça arrive systématiquement? Quel délai supplémentaire cela engendre? Et y a-t-il un coût provisionné dès le départ pour y faire face? Alors ça, contre toute attente, depuis 7 ans que Factor existe, et on va dire la vingtaine de permis de construire qu'on a opéré, on a eu affaire qu'une fois à un recours de permis de construire. Pour une raison toute simple, c'est que la plupart du temps, le permis de construire, il est déposé en co-titularité par le syndicat des copropriétaires.
notamment parce qu'en fait, c'est souvent une opération de rénovation énergétique et de surélévation. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, ce n'est pas uniquement de la valorisation immobilière portée par un promoteur. C'est avant tout un projet d'une copropriété qui décide de faire sa rénovation avec l'accompagnement d'une surélévation. Et ça, je le dis, notamment pour ceux qui travaillent pour les opérateurs promoteurs, soyez un peu malins, c'est-à-dire que il faut vraiment faire porter ces recours en tous les cas, faire porter ces permis de construire par les copropriétaires, de manière à ce que les recours soient beaucoup plus complexes, entre guillemets, à faire valoir. C'est vrai qu'il est plus difficile d'attaquer une copropriété plutôt que d'attaquer un promoteur. Autre point important, franchement, les projets de surélévation, ils respectent les règlements d'urbanisme. Donc, la plupart du temps, on peut avoir un recours, sauf qu'aujourd'hui, le recours abusif, il est largement attaqué, comment dire, aujourd'hui, il y a de moins en moins de recours parce que justement les recours abusifs sont vraiment valorisés. Et aujourd'hui, notamment par exemple pour la ville de Paris répond à toutes les demandes de recours gracieux qui sont gratuits dans les 2 mois. Voilà, donc les recours gracieux, la mairie de Paris répond très rapidement en disant le permis de construire respecte les règles d'urbanisme, donc il n'y a pas de raison d'accepter votre recours. La seule gêne qui peut vraiment être envisagée, c'est celle d'une perte d'ensoleillement ou une perte de jouissance d'une vue. Donc ça, il faut l'anticiper bien évidemment en amont. Et nous, on ne lancera pas de projet si on n'a pas traité ce sujet de perte d'ensoleillement ou de perte de vue, si jamais le projet de surélévation, le génère, quoi. Ça, c'est vraiment un sujet d'expertise qu'il faut amener en amont, quoi, bien évidemment. Super. Et on a une autre question sur le délai de réalisation global moyen d'un projet entre les premiers débats en conseil syndical et la vente du lot de surélévation. Alors, je rajouterais un élément complémentaire, c'est-à-dire que généralement, nous aujourd'hui, il nous faut de 12 à 24 mois entre le premier contact avec le conseil syndical et la vente du droit à construire, c'est-à-dire la deuxième assemblée générale. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'acculturation. Les plus rapides, c'est ceux qu'on mène en ce moment. Alors, par exemple, on mène une très belle opération à Paris avec le cabinet Coraz, Gilles Frémont, que vous devez connaître, qui est un gestionnaire de copropriété très engagé, président de la NGC, où là, on a été très vite. En moins d'1 an, on est capable de passer de l'identification, le rencontre avec le conseil syndical, jusqu'à l'organisation de l'Assemblée générale qui va voter la cession d'un droit à construire. Et à la suite de ça, on est capable ensuite d'attendre de déposer un permis de construire. Donc, il faut 6 à 8 mois de plus avec effectivement les recours. Et ensuite, la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire la réalisation des travaux. Et aujourd'hui, on est sur des réalisations entre 8 à 12 mois en moyenne. Même si le temps de chantier de la surélévation en elle-même, il est assez court, derrière, il y a les travaux classiques de rénovation énergétique. Voilà. Et donc, en moyenne, le plus court qu'on ait fait, c'est 6 mois, et le plus long, aujourd'hui, c'est 14 mois, mais sur plutôt une grosse opération. Donc, le chantier de Malakoff, c'était globalement un chantier de 8 mois qui a été opéré sur cette petite copropriété. Donc, un temps moyen d'opération, allez, on va dire de 24 à 36 mois, qui peut aller jusqu'à, on va dire peut-être 48 mois si on a, on va dire, des recours de permis de construire ou des délais de permis de construire un peu plus longs, notamment dans des zones patrimoniales où il pourrait y avoir des problématiques avec l'architecte des bâtiments de France. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte voilà, dans le délai. Mais c'est finalement pas beaucoup plus long qu'un projet de rénovation énergétique. Et finalement, autant l'intégrer en même temps, quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas beaucoup plus long qu'un projet de rénovation énergétique, qui sont déjà très, très longs. Je vous ai mis le questionnaire de satisfaction dans le chat, si vous pouvez le remplir, ça nous aide beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois qu'il y a une question de monsieur Ménélas sur les administrateurs provisoires. Est-ce qu'ils sont compétents et sensibles à ces solutions de surélévation? Oui, pardon, je prends le relais oralement, les administrateurs provisoires et puis en amont, les mandataires ad hoc, tous ces gens finalement qui passent par-dessus, entre guillemets, la tête du syndic quand la copropriété est véritablement en difficulté, voire en cessation de paiement. Je ne suis pas certain qu'ils soient très sensibilisés à
a ces vertus de la surélévation, mais en même temps, souvent les administrations et les établissements publics fonciers prennent le relais. Alors, vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors bon, on est très actif, mais on n'a encore pas réussi à couvrir l'intégralité Oui, des acteurs. On a une première opération, alors qui n'est pas en Île-de-France, mais qui est en région, en Haute-Savoie, à Gaillard, où on intervient sur une copropriété en difficulté et où on voit bien la vertu de la surélévation. Je vais vous donner très simple, hein, c'est 150 lots. C'est une copropriété composée uniquement de bailleurs, avec principalement des studios, environ 200 000 euros d'arriéré de charge, qui est porté par environ 25% de la copropriété. Donc superbe, magnifique, une copropriété en difficulté, étiquette E, avec un chauffage gaz, avec un contrat de gaz très mal négocié, enfin voilà, total. Là, la surélévation, elle a un double vertu, c'est-à-dire qu'on va venir amener un opérateur, et donc là, on a fait appel notamment à un acteur du logement social, qui va venir faire de l'accession abordable dans la copropriété. Alors, il faut peut-être adapter effectivement les produits, mais là, c'est un acteur du logement social qui va faire du logement abordable dans la copropriété et qui va venir accompagner les copropriétaires dans la reprise en main de ses biens. C'est-à-dire qu'il va apporter, lui, son savoir-faire de maîtrise d'ouvrage, mais aussi il va apporter un savoir-faire de gestion. Et donc, ça passe aussi par, voilà, sans doute, le choix. Et donc, on attend, nous, d'avoir quelques exemples comme ça, un peu probants, un peu à montrer avant de venir un peu, notamment via CalISR ou autre, venir proposer, on va dire, cette démarche. Parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'à partir du moment où la copropriété est en difficulté, c'est pas le moment de venir leur ramener encore de la complexité avec un projet de surélévation. Sauf qu'effectivement, ça peut quand même permettre d'amener des financements complémentaires et ça, c'est quand même pas négligeable, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Eh ben, j'ai l'impression que c'est le cas. Super. Eh ben, Merci merci beaucoup. beaucoup, hein. C'était vraiment super intéressant. Du coup, je vais envoyer les slides et mettre la conférence en ligne prochainement. Et puis, à très bientôt du coup, hein, Très pour bien, plein de projets, avec et plaisir. bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.